197e épisode, 197e si vous préférez, ce sont les technos qui sont de retour, merci de nous avoir rejoints. Un épisode qui sera sans doute plus court que celui de la semaine passée. Il paraît qu'on a des joggeurs qui ont fait des crises d'apoplexie durant leur course. Oui, parce qu'à 1h40, ça fait quand même un fameux jogging, quoi. C'est presque un marathon, je pense, dans certains cas de figure. Ces deux chroniqueurs-ci sont tout autant bavards que les précédents, mais ont moins de choses à dire, peut-être, cette semaine, ou des choses plus courtes, ou ont décidé de ne rien dire, je ne sais pas. Il s'agit de Xavier de ce côté-ci, et puis de Marc de l'autre côté, que l'on retrouve tous les deux avec plaisir. Je pense que Marc, c'est la première fois cette année, donc bonne année. Par la même occasion, hein. Je le fais à chaque fois. Xavier aussi, non ? Non, Xavier, t'avais déjà intervenu. Je ne sais plus. Écoute, à tout hasard, meilleurs vœux. Donc, voilà. Non, cette année, c'est peut-être bien la première, en fait. Ah ben voilà. Bah écoute, bienvenue une fois de plus. 197e épisode que nous enregistrerons, comme toujours, le jeudi. Nous sommes le 17 janvier, je le précise. Parce que si une news tombe, par exemple, le 18 janvier, très tôt dans la matinée, on n'en parlera pas. Soyons clairs. En même temps, on n'est pas là non plus pour suivre l'actualité au cordeau, puisque ce sont mes petits camarades qui choisissent les infos dont ils veulent parler. En général, ce sont des infos de la semaine, hein, c'est pas non plus des choses très très anciennes, mais c'est eux qui choisissent. Ils sont maîtres du jeu de ce côté-là. Xavier. Avec quand même, il faut le rappeler, l'aide de toute l'équipe, puisque on est plusieurs chroniqueurs et on se refile des petits tuyaux sur des news parfois intéressantes l'un l'autre, et c'est parfois bien pratique puisqu'on a chacun notre activité sur le côté. On l'avait déjà expliqué. Voilà. Je crois que j'avais expliqué à un de nos auditeurs par courrier, je pense, parce qu'ils se demandaient comment on fonctionnait. Ben voilà, tu as donné une partie de l'explication pour ne rien rater, ou en tout cas faire en sorte qu'on ne passe pas à côté d'une information qui pourrait être intéressante, pourrait être capitale. Eh bien, effectivement, il y a un Slack dans lequel on partage les uns et les autres des informations qu'on a vues. Donc, c'est une veille partagée, on va dire, une veille technologique partagée. Mais c'est quand même les affinités des uns et des autres qui priment sur le choix de ces informations, comme on le verra une fois de plus dans cet épisode. Petit coup d'œil sur le courrier des auditeurs. Je fais référence au courrier des auditeurs parce qu'on nous a fait la remarque. C'est vrai qu'on n'en a plus parlé depuis longtemps du courrier des auditeurs. Voilà, on n'a pas toujours l'occasion d'en parler parce qu'il n'y a pas toujours de réponse à en donner. Soyons clairs, je voulais juste mettre à l'index, j'ai envie de dire, un de nos auditeurs qui s'appelle Battant, un auditeur suisse, et qui a la bonne idée régulièrement, mais sur notre blog lestechno.be, en commentaire, de venir ajouter des liens d'informations qu'il a trouvées pour aller plus loin. Donc il joue le jeu un petit peu comme on l'avait imaginé au départ, c'est-à-dire qu'on lance une idée, une information, et puis l'auditeur, en l'occurrence ici Battant, va chercher un petit peu plus loin et nous documente aussi par la même, et vous documente également si vous le désirez. Donc c'est sur lestechno.be sous l'article qui correspond à l'épisode du podcast en question. Et il nous rajoute quelques commentaires. Des fois il y en a beaucoup, des fois il faut lire beaucoup, mais bon voilà, c'est comme ça. Il n'est pas le seul, hein. Ceci dit, il y en a d'autres qui participent également sur YouTube par exemple. Je sais que vous nous écoutez en podcast, mais vous pouvez également venir nous regarder et éventuellement juste venir commenter aussi sur notre site ou sur notre chaîne YouTube. Là aussi, on a pas mal de commentaires par rapport, par exemple, à l'épisode précédent. J'avais lancé l'hypothèse que Apple avait ouvert son API Apple Music vers des tiers. Par exemple, Bricolo et Mulot me confirme, ça doit être un pseudonyme, me confirme que c'est effectivement le cas. C'est ouvert vers Amazon pour l'intégration dans les matériels Alexa, par exemple. C'est une information qu'il nous a ramenée également. Il y avait une question sur un ancien hors-série concernant Sonos, une question qui s'adressait plutôt à Bruno, puisque c'est lui qui avait traité du sujet, par rapport à la qualité sonore entre deux appareils, le Play One et le One. Bruno, là aussi, a donné sa réponse. Évidemment, c'est son sentiment. Donc, il ne faudra pas nous en vouloir si c'est ses oreilles à lui qui ont jugé. Donc, voilà. Quoi d'autre ? Quelqu'un nous a fait une remarque par rapport à EcoSpot, puisqu'on parle d'Alexa, et EcoDot. Il nous disait qu'ils étaient disponibles en Belgique, mais pas Echo actuellement, c'est juste le contraire en fait. J'ai été vérifié, on a répondu là aussi en commentaire, parce qu'on rajoute aussi des informations des fois en commentaire de vos commentaires sous chaque épisode dans la chaîne YouTube. Voilà, je vais peut-être m'arrêter là. Juste peut-être une remarque qui m'a semblé pertinente par rapport à Novus. C'est une moto un peu design dont on a parlé la semaine dernière avec Sébastien, qui avait une moto qui avait été annoncée au CES, et on s'était un petit peu indigné du fait que pour
pour une moto à 30 000 $, ils auraient pu mettre un tableau de bord et non pas juste un connecteur pour y mettre son smartphone, parce que ça fait un peu accessoire pour smartphone très cher à ce moment-là, la moto en question. Et la remarque de Diena, par contre, je pense que c'est ça, à propos de la Novus, une des craintes des constructeurs des ordinateurs de bord, c'est le piratage. Donc ils se déchargent de toute responsabilité si vous n'avez pas mis à jour leur application dans le tableau de bord de votre téléphone. C'est peut-être une explication qui vaut ce qu'elle vaut. Je ne sais pas ce qu'en pense Marc sur ce genre d'accessoires, enfin, de véhicules où il faut se servir du smartphone comme outil entre guillemets de contrôle, de pilotage ou autre. Est-ce que ce serait pour se décharger sur l'utilisateur ou pour faire une économie substantielle par rapport à un peu d'électronique quand même? L'économie substantielle par rapport à un peu d'électronique, je n'y crois pas. L'économie substantielle par rapport à un développement qui, lui, par contre, peut coûter assez cher dans la mesure où il faut quelque chose qui soit vraiment poli et complètement épuré, et complètement éprouvé. Un logiciel qui va conduire, enfin, qui va piloter, entre guillemets, toute l'électronique et toute la mécanique d'une moto, c'est quand même un truc qui doit avoir un paquet d'heures de vol en test flight. Donc, c'est normal qu'ils essayent de faire l'économie. Maintenant, faire tourner ça sur une app, c'est bien. Il se passe quoi si ton smartphone, il plante ou il reboot en plein milieu? Voilà, ce ne sera pas la faute de la moto, ce sera la faute de ton... Exactement. Donc ce genre de truc, moi, personnellement, j'évite. Oui, c'est ça. Mais donc, la remarque de notre auditeur était assez pertinente. Hein. Donc, voilà, c'est bien de le dire aussi. Alors, j'en terminerai avec un commentaire qui m'a fait sourire, qui m'a même fait rire. J'étais au bureau et les gens se sont retournés en disant « Mais qu'est-ce qui lui prend ?» Sur un ancien hors-série, un vieux hors-série de Sébastien, où il avait présenté une caméra endoscopique, il y a quelqu'un qui a mis « Vous êtes zéro, blabla, nul ». Et j'ai répondu « Nous aussi, on vous aime. » Oui. C'était voilà. Enfin, à un moment donné, avec de tels arguments, c'est difficile de suivre. Hein. Il faut reconnaître que on peut en discuter, mais il faut laisser les gens s'exprimer. Il ne faut pas brimer les gens. Je suis pour. D'ailleurs, n'hésitez pas, les pouces vers le haut. Abonnez-vous aussi sur notre chaîne YouTube ou sur les plateformes de podcast si vous nous écoutez en podcast. N'hésitez pas également à mettre des petites étoiles, etc. C'est notre seul salaire. On ne gagne pas d'argent en faisant ça. On ne fait qu'une seule chose, c'est s'amuser et essayer de faire en sorte que vous nous accompagniez chaque semaine. Voilà qui est dit. On commence avec la lettre A comme Amazon et c'est Marc, je pense, hein, qui s'y colle. Amazon qui veut se lancer dans le cloud gaming. Il va falloir un peu nous expliquer le cloud gaming, même si je pense que la plupart de nos auditeurs savent un peu de quoi il s'agit. Malgré tout, il y a quelques références à se remettre un petit peu en tête peut-être dans ce domaine, non ? Le cloud gaming, c'est quelque chose qui a forcément le vent en poupe dans le moment présent, vu que tout est axé sur le cloud. On avait déjà la vidéo dans le cloud, on avait déjà le stockage dans le cloud, on avait déjà la puissance de traitement dans le cloud. Maintenant, le cloud gaming est une tendance qui est en train de monter de plus en plus. Et on en a déjà parlé ici, d'ailleurs. On a déjà parlé de Shadow. Vous vous rappelez Shadow ? Oui. Ce PC... Ce PC dans le cloud qui vous est proposé par une petite boîte française, enfin petite boîte plus petite, si petite que ça, qui s'appelle Blade et qui met à votre disposition une machine surpuissante avec un processeur de la mort, une carte graphique énorme, de la mémoire et tout. Et en fait, vous streamez tout sur un petit client ou dans une application sur votre machine. Mais même si c'est celui qui est le plus visible aujourd'hui, le plus connu aujourd'hui, ce n'est pas le seul. Sony également a un service de streaming de jeux, puisque c'est de ça qu'il s'agit, qui s'appelle PS Now et qui vous permet de jouer à peu près 600, 700 jeux sur votre PS4 ou sur votre PC. Microsoft fait la même chose. Microsoft a un service qui s'appelle Xbox Game Pass et qui vous permet, si vous avez une Xbox One, de piocher dans un catalogue d'une centaine de jeux, à peu près. Même chose avec Nvidia, on en parlait juste avant le début de cette émission avec Xavier. Nvidia, qui était un des pionniers du secteur quand ils ont lancé leur Shield, donc la petite boîte qu'on met en dessous de la TV et qui fait absolument tout sauf le café. Eux, ils ont par contre récemment changé leur fusil d'épaule dans la mesure où ils avaient jusqu'à maintenant un abonnement à 99 € par mois. Maintenant, ils vous proposent un catalogue assez fourni. Ils vous proposent de piocher dans un catalogue assez fourni gratuitement si vous possédez déjà le jeu. Donc, ça vous permet simplement de démultiplier la manière dont vous allez accéder au truc. Et donc, on sait aussi que Google voulait s'accrocher à ce wagon, à ce train-là, et avait annoncé un truc qui s'appelait le projet Stream, qui visait en fait à
à permettre de jouer via Chrome, tout bêtement. Vous ouvriez votre browser, vous tapiez une URL et vous commenciez à jouer comme si vous aviez une grosse bécane bien puissante derrière. Microsoft a retravaillé son projet. Xbox Game Pass est en train de mettre en place quelque chose qui s'appelle Microsoft xCloud, qui est en fait également un système de streaming qui va être décliné sur diverses plateformes. Et donc, quelque part, c'est un peu logique qu'Amazon veuille se raccrocher aussi. Et d'ici 2020, il pourrait, encore une fois, c'est inconditionnel, il pourrait mettre en place son propre service. Alors, ça a quand même du sens dans la mesure où, d'abord, il y a une petite annonce qui est passée dans la presse internationale et qui fait notamment état du fait que 2 ou 3 personnes avec des postes assez stratégiques dans le cloud, justement, et dans le gaming, ont rejoint les rangs d'Amazon il n'y a pas longtemps. Il faut aussi garder en tête que Amazon est un des acteurs majeurs du cloud. On l'oublie trop souvent. Amazon, ce n'est pas seulement les stores, ce n'est pas seulement le front-end où vous allez acheter absolument tout ce qui vous passe par la tête. Amazon, c'est avant tout du cloud, c'est du hosting, c'est du cloud, c'est du computing, c'est Amazon Web Services qui est aujourd'hui l'un des plus gros providers au monde de solutions cloud. Oui. Et donc, si vous mettez un peu tout ça ensemble, c'est tout à fait normal que Amazon veuille se lancer dans ce genre de truc, surtout qu'ils ont déjà aujourd'hui dans leur catalogue de marques le service de streaming vidéo le plus populaire en matière de jeux vidéo, c'est Twitch. Oui. Twitch a été racheté en 2014 par Amazon pour plus d'1 milliard d'euros. Donc, ils ont vraiment une solution qui commence à être la plus complète possible et mettre au-dessus de tout ça un système de streaming cloud, que ce soit pour du jeu ou pour de l'applicatif, ça aurait tout à fait du sens. Ça compléterait une offre qui a déjà Amazon Music, Amazon Vidéo. On aurait Amazon Cloud pour le jeu aussi. À suivre, comme tu le dis. Peu de gens le savent, hein, mais que quand ils regardent Netflix, par exemple, les vidéos qu'ils regardent sont souvent, en majeure partie, sur les serveurs d'Amazon, en fait. Hein, absolument. Et c'est pas les seuls, d'ailleurs, soyons clairs. Donc, voilà, ça fait partie, on va dire, de l'arsenal, aujourd'hui, de ce genre d'entreprise que d'aller sur ce terrain-là. On va voir quel va être le succès. Ceci étant dit, puis après, je donnerai la parole à Xavier, qui a levé le doigt, très scolairement. C'est qu'avec Twitch, ils ont déjà une communauté de gamers à portée de main, j'ai envie de dire, hein, puisque en plus quand on est Amazon Prime, donc on paye un petit supplément annuel, on a accès à certains bonus entre guillemets où on peut faire plaisir à des chaînes Twitch de gamers et moins de les financer de cette manière-là. Sans aller beaucoup plus loin, parce que ça sera l'occasion un jour peut-être d'en parler, mais nous on n'est pas sur Twitch, donc c'est un petit peu difficile. D'autres oui, pour le poker. Pour le poker. Ah bah oui, il y a par exemple. Je suis parfois des joueurs qui jouent au poker pour voir les stratégies. C'est pas pour les jeux vidéo, mais il y a pas que des jeux. Il y a des jeux d'échecs, il y a des joueurs d'échecs, il y a des joueurs de poker, il y a des dessinateurs. Il y a vraiment un peu tout. Il y a des dessinateurs de bande dessinée ou autres, et c'est passionnant parce que on peut rester devant quelqu'un comme ça qui griffonne un dessin. Quand je dis griffonner, c'est péjoratif, mais qui dessine, quoi. Et c'est très amusant et ça passe le temps. Et puis voilà, c'est une des particularités de Twitch, c'est cet aspect direct, vie en direct, etc. Au-delà du jeu vidéo aussi, tu fais bien de le préciser. Je pense qu'on a fait le tour de cette news, Marc, ou tu avais un truc à rajouter? Non, on a fait le tour. Pour moi, par contre, Xavier n'a pas fait le tour. Donc, il a fait demi-tour. Non, mais je voulais réagir juste sur un point, c'est que l'annonce de ces services de streaming de jeux vidéo, à mon avis, devrait commencer à faire un petit peu peur aux fabricants de consoles de jeux. Et d'ailleurs, c'est peut-être pour ça que Microsoft aussi commence à s'y mettre, puisqu'ils ont la Xbox, puisque au final, il y aura bientôt probablement plus de raisons d'avoir une machine, une console de jeu avec toute la puissance embarquée dans son salon, puisqu'on va centraliser finalement toute la puissance dans des gros serveurs, et donc on va plus seulement afficher et télécharger, donc streamer ce genre de choses, même s'il y en a déjà.
Et pas uniquement, même les jeux mobiles, hein, on peut s'inquiéter aussi de ça, parce que finalement Shadow, si je dis pas de bêtises, Marc, ça peut fonctionner aussi sur un téléphone portable. Donc, ça peut télécharger, ça peut fonctionner effectivement sur pas mal de plateformes, pour autant que tu aies simplement la puissance nécessaire pour afficher l'image remote. Par contre, je rebondis rapidement sur ce que Xavier dit, je suis pas d'accord avec ça, dans la mesure où encore aujourd'hui, la console permet d'avoir une expérience de jeu qui n'est pas tributaire d'une connexion Internet. Ouais. Si tu n'as pas de connexion Internet, toutes les offres de cloud gaming, tu ne peux pas faire grand-chose. Oui, mais la majorité des jeux... À partir du moment où tu veux une connexion de qualité, c'est-à-dire quelque chose qui est capable de streamer du 4K à 60 images secondes, ça reste quand même de la grosse connexion qui n'est pas encore répandue partout. Ouais. Par contre, tu as une PS4 qui est capable de débiter de la 4K ou une console. La PS5, elle est annoncée comme étant un monstre absolu. Voilà, on commence déjà à parler de consoles qui seront capables de délivrer du 8K à 120 images secondes. Je ne vois pas trop le genre de connexion Internet grand public qui va permettre de suivre avec ça. Oui, c'est un argument, on peut l'entendre aussi, soyons clairs. Mais il y en aura pour tous les goûts, en fait, en bout de course. Pour les jeux très poussés, effectivement. Oui. Ouais, il y en aura pour tous les goûts et pour tous les usages. Donc, c'est tant mieux pour les utilisateurs que nous sommes. Enfin, moi pas. Je joue très très peu aux jeux vidéo, soyons clairs. Mais voilà, c'est intéressant de le savoir. Je crois que principalement, ce genre d'offre, et notamment celle de Shadow, donc celle de Blade, s'adresse à des joueurs qui veulent avoir accès à des machines de compétition qui ont des très 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 grosses configurations. Sans devoir mettre la main à la poche pour avoir la machine chez eux. Mais justement, ce sont des gens qui veulent pouvoir pousser des Assassin's Creed ou des Destiny dans leur dernier retranchement. Les framerates les plus élevés. Ça ne s'adresse pas forcément à ceux qui font du casual gaming, où là, ce sont des jeux qui finalement pourraient être installés sur des configurations relativement modestes. C'est ça. Ouais. Ok, bon, je pense qu'on a bien fait le tour pour le coup là, de cette question. Amazon donc se lance dans le cloud gaming, c'est noté. On n'en a pas fini avec Amazon. Une fois de plus, comme Amazon, c'est toujours Marc qui en parle. On parle du fameux Dash Button. On se rappelle de ce bouton que l'on pouvait coller sur sa machine à laver, par exemple. C'est de là que vient son nom, en fait. Tiens, il me manque de la poudre à lessiver, je pousse sur le bouton. C'est un accent à la con que je ne sais pas d'où il vient, que je viens de faire, mais voilà. Que se passe-t-il avec ce fameux bouton qui se retrouve inutilisable dans certains cas? Déjà, pour l'instant, tu viens de provoquer le suicide de madame, je sais pas comment. D'où t'as sorti cet accent, bon Je ne sais pas. Je sors des accents comme ça. C'est chaque fois que Xavier est là. Je ne sais pas pourquoi. Il m'inspire. C'est Madame Pichot dont il fouille les os. Madame Pichot. C'est Madame Pichot. Je ne sais pas. C'est Madame Pichot qui a un peu de dash. Voilà, en tout cas, bientôt, si elle a déménagé en Allemagne, ça va lui poser un gros problème. Parce qu'en Allemagne, l'utilisation des boutons dash a été interdite par la justice allemande. Rien moins que ça. Et de manière à ce que Amazon ne puisse pas faire grand-chose. Parce que, voilà, l'Allemagne a clairement précisé à la firme que faire appel ne servira absolument à rien. On va quand même peut-être rappeler rapidement pour ceux qui débarqueraient de notre galaxie ce que sont les dash buttons. Oui, c'est le bouton dash. Le principe d'Amazon, c'est de trouver, l'un des principes d'Amazon, l'un de ses business models, c'est de trouver le moyen de vous faire acheter sans réfléchir. Et donc, pour acheter sans réfléchir, il faut développer ce qu'on appelle des comportements instinctifs. Et le comportement le plus instinctif qui existe, c'est le petit bouton sur lequel on appuie quand on a un besoin qu'on doit satisfaire absolument. De ça est né ce petit bitonio improbable qui a la taille d'une sonnette de porte, grosso modo, c'est ça, que vous collez n'importe où. Et un bouton est associé à un produit dans le catalogue Amazon. Et donc, en appuyant sur le bouton, vous commandez une quantité prédéfinie, quantité que vous déterminez via une interface web qui rassemble tous vos petits bitonios, et vous êtes en manque de lait, clac, vous appuyez, vous avez 10 briques de lait qui sont commandées. Vous êtes en manque de PQ, clic, vous appuyez, vous avez 50 rouleaux de PQ qui arrivent, etc. Si je me permets, je pense quand même que l'acte d'achat doit être confirmé par un envoi de... Au-delà d'un certain montant, au-delà d'une certaine quantité, je pense. Je me trompe peut-être, mais il me semble que tu peux déterminer un seuil en dessous duquel la confirmation n'est pas nécessaire. C'est comme l'achat en one-click dans Amazon. Tu peux faire un one-click, tu dois rien confirmer du tout à part
Voilà, tu cliques, c'est fait, terminé. Au début, je me rappelle par contre avoir vu des articles comme quoi il y a des gosses qui avaient trouvé le truc assez marrant et les parents sont ramassés avec Voilà, effectivement. Bon, alors, passé ce système, Amazon avait commencé à mettre ce truc en place uniquement pour les produits de son propre catalogue. Et au départ, avec des produits de consommation courante, autrement dit, des pastilles de lave-vaisselle, des produits ménagers, des trucs alimentaires de première nécessité, des pâtes, voilà, les trucs auxquels, voilà, j'applique. Par contre, après, ils ont commencé à ouvrir un peu leur catalogue. Voilà, exactement, par exemple. PQ, par exemple. PQ. Et donc, ils ont commencé à ouvrir leur catalogue et leur API et leur système à des entreprises tierces, ce qui fait que maintenant, tu peux acheter à peu près ce que tu veux avec le petit bouton. Le problème, c'est que en Allemagne, suite à certaines plaintes qui ont été déposées, l'Allemagne est assez connue pour être assez clémente envers ses propres consommateurs. L'Allemagne a en fait décrété que les consommateurs avaient un problème avec un petit point très précis, qui est quid des frais de port et quid du prix, in fine. Parce que c'est très bien d'appuyer sur le bouton chaque fois que tu as un truc, mais tu vas pas forcément aller voir sur le site d'Amazon si le truc a augmenté ou diminué, parce que parfois c'est le cas, ni si brusquement tu n'as pas des frais de port qui sont associés au truc. Et donc, à partir du moment où tu n'as pas cette sécurité ou cette certitude sur le prix final que tu vas payer avec ton petit geste anodin, l'Allemagne a estimé que c'était pas équitable pour les consommateurs et ils ont décidé que c'est fini. Donc, autrement dit, Amazon n'a plus la possibilité en l'état de faire usage ou de vendre simplement son petit dash button à quelle que soit la chose à laquelle il est raccordé en Allemagne. Et comme je l'ai dit au tout début, l'Allemagne a précisé à l'avance que faire appel ne servira absolument à rien. Donc Amazon a juré qu'ils trouveront un moyen. C'est très fort aussi. Ça, c'est Amazon, voilà, c'est de camion, de toute façon, ta gueule, c'est comme ça. Mais en attendant, ben voilà, c'est tout un pays et ça pourrait faire jurisprudence, c'est ça le problème au niveau européen. Mais il y aurait un moyen tout simple de contourner la chose. Hein. Il pourrait faire un bouton qui t'envoie une notification et tu n'as plus qu'à approuver après. Je pense est-ce que vous êtes d'accord pour demander à ce prix-là? Je pense qu'il y a encore plus simple que ça, c'est de conditionner déjà l'acquisition du bouton au fait d'avoir un abonnement Prime et de ne pouvoir commander que des produits Prime sur la plateforme Amazon. Parce que quand tu es Prime, tu ne payes pas les frais de transport. Donc, mais ça ne règle pas l'augmentation du prix possible. C'est vrai, ça c'est vrai. Ouais. Donc, si tu as une petite notif qui te dit OK, à ce prix-là, vous êtes d'accord, vous confirmez. Et puis, alors, il faut faire une évolution du bouton avec un petit display qui affiche le prix. Exact. Et étant donné que ton bouton va commencer à être gratuit, on sait que les boutons ne sont pas gratuits. Un bouton, ça coûte 5 €. Donc, quand on voit maintenant l'évolution de la technologie, un petit écran OLED de quelques caractères, ça suffirait effectivement pour afficher le prix et première pression, tu commandes, le prix s'affiche, tu veux confirmer, double-clic ou un truc du style. Donc techniquement, c'est possible. À voir comment Amazon va réagir. Ceci étant dit, Amazon a d'autres soucis aussi en Europe. On l'a vu encore cette semaine, justement, suite à un reportage réalisé, je me semble que c'est pour M6, où un journaliste a été en immersion dans un entrepôt Amazon en France et où il a constaté qu'on balançait quand même au pilon des produits neufs, non, des invendus, qu'on les jetait tout simplement à la poubelle. C'est une honte la plus totale, soyons clairs, à tout niveau, au niveau éthique, écologique et tout ce que vous voulez. Donc c'est bien de le dénoncer aussi. Et donc il va falloir à un moment donné qu'ils mettent un petit peu d'ordre de ce côté-là également. J'ai envie de dire, sans vouloir forcer le trait, que acheter local, c'est bien aussi. Vous avez des voisins qui ont besoin de vivre également. Donc de temps en temps, si c'est un truc dont vous avez vraiment besoin, comme du PQ par exemple, moi, je l'achète pas loin, je l'achète au coin de la rue et j'ai pas de bouton dash dans mes toilettes parce que je connais pas le prix de toute façon, donc j'ai mieux à faire que de pousser sur le bouton dash. Xavier. Ouais, Jeff Bezos, de toute façon, a d'autres chats à fouetter parce que pour le moment, il doit se concentrer sur son contrat de mariage qui va lui coûter une douille aussi. Oui, ça va être la femme divorcée la plus riche du monde, je pense, son épouse, si je dis pas de bêtises. Mais au-delà de la femme divorcée la plus riche du monde, va surtout falloir voir avec combien de pourcentage d'Amazon elle va partir. Ça va être rigolo. Elle pourrait du coup se retrouver avec une voix
avec un poids non négligeable au conseil d'administration, et ça pourrait faire chier le monde. Là, on va faire un nouveau podcast qui va s'appeler Les Feux de l'amour. C'est une autre histoire, on en reparlera à l'occasion. N'hésitez pas, si ça vous intéresse, de faire un pouce vers le haut. C'est l'occasion est trop belle. Ou pas, c'est à vous de voir. On est à la lettre C, C comme quartier, que Marc, qui parle dans ce podcast cette semaine. On sent qu'il avait envie, et c'est très bien. On va parler de cartes, de map, en fait. C'est de ça dont... Carte géographique. Oui, c'est ça, de cartes géographiques. DuckDuckGo, qu'on connaît mal par chez nous, finalement. Et on va en reparler. Troc OpenStreetMap, qui est la version ouverte, libre, logiciel libre de la cartographie. Pour un opérateur, c'est un peu inattendu pour le coup. Mais disons que l'opérateur en question, on ne l'attendait pas vraiment. Alors, on va peut-être d'abord commencer par rappeler ce qu'est DuckDuckGo. Oui. Parce que, comme tu dis, on ne le connaît pas forcément très bien. DuckDuckGo, c'est ce qu'on appelle un métamoteur. C'est-à-dire, c'est un agrégateur de contenu de plein de sources différentes. Donc, ça va aller chercher des trucs sur Yelp pour les infos des restaurants, ça va aller chercher des trucs sur Stack Overflow pour les réponses de questions liées à la programmation, ça va aller... Voilà, ça va agréger des différentes sources. On parle qu'il y a plus de 400 sources différentes dans une interface qui ressemble à s'y méprendre à la base à n'importe quel moteur de recherche, c'est-à-dire une simple barre. Et c'est tout. Et alors derrière ça, vous avez toute une série d'algorithmes qui vont vous trier les informations, qui vont les agréger. Donc c'est un méta-moteur de recherche qui a comme particularité de mettre en point d'orgue de son fonctionnement l'absence totale de flicage. Ouais. À l'image, si je puis me permettre, de Quant en France, oui. C'est un peu la même idée, la même philosophie. Exactement. Ce sont des métamoteurs qui s'affranchissent de tout flicage. Autrement dit, si vous faites des recherches sur des sujets précis, la nature de vos recherches ne va pas être conservée dans les logs. Dans certaines mesures même, votre adresse IP ne va même pas être loguée dans ce qu'ils enregistrent. Ils vont effectivement quand même conserver certaines informations de base pour améliorer leur service et pour pouvoir dégager des tendances globales, mais ça va être des données de type anonyme. Donc, c'est effectivement un des moteurs qui vaut la peine d'être utilisé. Il y en a d'autres. Il y a Cirx, par exemple, qui est un excellent moteur aussi, qui permet d'aller beaucoup plus loin dans la personnalisation, mais qui demande un peu d'investissement aussi. Il y a Quant, Marc le disait, qui est une alternative française, et qui commence vraiment à prendre beaucoup d'ampleur, à tel point, par exemple, que Quant avait fait un partenariat assez sympathique avec Firefox. Oui. C'est aussi un truc assez sympa. Et si je peux réagir, j'ai découvert ça tout à fait par hasard. Ils ont une version très sympa pour les parents. Il y a une version du moteur de recherche pour les enfants qui est vraiment très sympa. J'ai regardé rapidement, c'est bien fait. Bien. Oui, exactement. Ça vaut la peine. Voilà. Et donc, comme tout moteur de recherche qui se respecte, DuckDuckGo, évidemment, enfin Quant aussi, mais DuckDuckGo se devait d'avoir une déclinaison pour un système de géolocalisation. Et donc, jusqu'à aujourd'hui, ils utilisaient OpenStreetMap. Alors, OpenStreetMap, c'est également un truc qui est open source. C'est quelque chose qui commence à être extrêmement apprécié dans beaucoup de domaines, spécialement depuis que Google a décidé de manière assez unilatérale de gonfler ses tarifs de manière totalement honteuse. Enfin, c'est indécent. On en avait parlé ici avec Sébastien il y a quelques semaines déjà. Nous, dans le cadre de notre activité professionnelle avec Sébastien, on a été impacté de plein fouet et on a dû passer sur OpenStreetMap parce que sinon, c'était quasi une part non négligeable de notre chiffre d'affaires qui passait dans la licence. Oui. Donc voilà, c'était une obligation. Mais par contre, là où la surprise a quand même pris pas mal de monde de court, c'est que DuckDuckGo, alors que OpenStreetMap était une solution quand même relativement solide, relativement robuste, et surtout qui permettait aussi à la firme de préserver l'anonymat des utilisateurs et leur vie privée, DuckDuckGo s'est tourné vers une solution de cartographie assez inédite, parce qu'il s'agit d'Apple. Et alors, pour ceux qui l'auraient raté, et je crois qu'il y a quand même finalement pas mal de monde qui l'a complètement zappé, en juin dernier, Apple a présenté un truc qui s'appelait MapKit.js. Alors, c'est passé relativement inaperçu, c'était lors de la dernière WWDC, et en fait, Apple Maps
qui était présent sur iOS, qui était présent sur macOS aussi, qui avait fait les gorges chaudes de pas mal de journalistes à cause de ses rendus 3D qui étaient assez exotiques et assez sympathiques à l'époque, ben voilà, est sorti de manière un peu confidentielle du monde Apple pour être disponible à l'instar d'un Google Maps ou d'un OpenStreetMap et de devenir une solution de cartographie intégrable dans n'importe quelle autre application ou quelle autre plateforme. Avec en ligne, en fil rouge, un respect extrêmement poussé à l'image de pas mal de choses que ce que fait Apple, du respect de la vie privée. Effectivement, Apple est réputé pour ne pas fliquer les utilisateurs. Bon, la relation qu'Apple a avec ses utilisateurs, c'est autre chose, mais au niveau du flicage... C'est vrai voilà, ça fait partie... Ils sont apparemment plus honnêtes que d'autres. Maintenant, on ne connaît pas vraiment les termes de l'accord, parce qu'il faut savoir que derrière ça, Apple MapKit a également certaines limitations. Alors, les limitations sont quand même plus importantes, elles sont 10 fois plus importantes que ce que Google demande aujourd'hui. Aujourd'hui, Google vous impose, pour une utilisation gratuite, maximum 25 000 affichages de cartes par jour. Apple MapKit permet d'aller jusqu'à 250 000. Mais maintenant, même pour quelque chose d'aussi confidentiel, même s'il n'est pas vraiment confidentiel, DuckDuckGo commence vraiment à être utilisé par pas mal de gens. 250 000 appels de cartes, affichage de cartes, c'est vite bouffé. Donc, on ne connaît pas les termes de l'accord. Alors, est-ce qu'il y a un deal spécial entre Apple et DuckDuckGo, parce que DuckDuckGo est le premier à intégrer, le premier acteur visible à intégrer cette solution et s'en faire un peu l'ambassadeur? Voilà, on ne le sait pas. Toujours est-il que DuckDuckGo confirme que ce soit via l'utilisation du système de recherche ou l'utilisation de la cartographie, aucune information n'est envoyée ni à Apple ni à des tiers. Donc, aucune information privée du style, hormis vraiment la nature de votre recherche propre, l'adresse IP, l'identité, ce que vous êtes, etc., rien n'est envoyé. Alors, ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'aujourd'hui, par rapport à un OpenStreetMap ou par rapport à un Google qui reste quand même le monstre dominant dans le domaine, Apple Maps est encore un peu brut de décoffrage. Il est en train d'être mis à jour, d'être remanié en profondeur, mais pour l'instant, le remaniement constitue surtout une petite zone du côté de la Californie. Il faut le temps que ça s'étende un petit peu. Et par exemple, quand vous regardez certaines vues aériennes, donc vues satellites du côté de la Belgique, voilà, je vais un peu caricaturer, mais avec Google Maps, je peux quasi voir le numéro de ma boîte aux lettres en vue 3/4, tandis que là, je peux là, quoi. Et il n'y a plus de chevaux dans les rues aussi. Il n'y a plus de chevaux dans les rues. Voilà. C'est des très vieux satellites. Par contre, ce que Apple Maps ne fait pas, ce que MapKit ne fait pas encore, ce sont les itinéraires. Et donc pour ça, étonnamment, DuckDuckGo va toujours vous proposer de repasser sur Google Maps. Oui, parce qu'il faut bien continuer à utiliser quelque chose qui fonctionne. OpenStreetMap également aussi, ou EarMap, la solution de Nokia, qui fonctionne très bien. Ça fonctionne toujours, ça existe toujours, ça, EarMap. Ça fonctionne toujours, absolument. Ouais. Donc, voilà, on a appris des trucs. Je pensais que ça avait disparu. Et donc, je rappelle au massage, puisqu'on en avait parlé aussi, qu'une autre solution qui commence à s'étoffer pas mal, c'est celle de Quant. Quant a également un Quant Maps qui commence à s'étoffer pas mal. D'accord, ok. Donc, et qu'il sous-traite également ailleurs ou parce que... Je ne sais pas. Je pense que c'est un truc qu'ils ont développé en inside, mais sur base de OpenStreetMap. Oui, c'est ça. Donc, là aussi, une affaire à suivre. En tout cas, ce qui est intéressant aussi... au-delà de cette news, c'est de aussi explorer de temps en temps des alternatives à Google. Je sais qu'il y a un mouvement pour l'instant qui est un peu d'ailleurs initié par le CEO de Quant, me semble-t-il, d'essayer d'aller chercher des solutions parallèles et qui permettent de se départir un petit peu. Il n'y a pas que Google dans la vie, il y a d'autres choses aussi. Il faut faire l'effort d'aller vers ces solutions parce qu'elles sont pas toujours très accessibles, pas toujours très, très sympathiques au premier abord, etc. Mais une fois qu'on a mis le doigt dessus, pourquoi pas? Voilà, on peut déjà par exemple commencer tout simplement par... on pourrait faire un numéro hors série à l'occasion là-dessus, mais simplement, si ça vous intéresse, il y a un point d'entrée qui est assez sympathique. Vous recherchez sur Google ou sur votre moteur de recherche préféré, Framasoft.
Framasoft, c'est un ensemble de logiciels libres qui vont vous permettre qui vont vous présenter toute une série de solutions pour vous passer des services de Google. Mais généralement, il faut bien tenir compte d'une chose, ça implique généralement de mettre un peu les mains dans le cambouis. Et c'est en ça que je dis que c'est pas toujours, il faut faire l'effort, quoi. Il faut vouloir y aller, il faut essayer des choses. Il y a des alternatives à tous les niveaux de Google, avec plus ou moins de succès, il faut le reconnaître. Mais voilà, ça a le mérite d'exister et on voulait vraiment insister là-dessus. Peut-être qu'à l'occasion, d'ailleurs, on en fera un hors-série, pourquoi pas, pour un petit peu passer en revue toutes ces alternatives, puisqu'on avait déjà, avec Xavier, avec Sébastien, abordé le logiciel libre, ça pourrait être un hors-série dans cette veine-là. Xavier me signalait par l'intercom, par l'oreillette, il me signalait qu'il avait l'URL de Quant pour les jeunes. Ouais, donc c'est quantjunior.com en un mot. Mais je voulais juste aussi confirmer que le Quant Maps est bien basé sur OpenStreetMap. Ah ben voilà, comme ça on a fait le tour aussi. Parfait, et c'est une bonne chose. Si vous avez des commentaires à faire, n'hésitez pas, hein, vous êtes toujours les bienvenus. On lira vos commentaires, évidemment, sur ce sujet-là et sur tous les autres aussi. J'ai l'impression, on avait dit que cet épisode allait être plus rapide, un petit doute. Un petit doute. Comment ça s'est soufflé là? Écoute, t'as la lettre C, je pense que voilà, c'est ça. On attaque une côte. C'est comme CES ou comme carte encore, mais carte SD cette fois-ci, Xavier. On parle de Lexar qui propose une carte SD. Alors là, c'est pour les grosses photos ou les grosses vidéos. Voilà. C'est ça. Je vais faire court parce que ça reste juste une évolution d'une technologie qui existe déjà, mais juste pour rappel, donc c'est une annonce qui a été faite au CES 2019 et 20 ans après l'invention de la carte SD, on sait qu'avec l'apparition, l'utilisation de plus en plus fréquente de la 4K sur les cartes SD, les cartes commencent à se remplir un petit peu, d'autant qu'on commence à annoncer, c'était aussi au CES, de plus en plus d'appareils qui vont commencer à supporter le 8K, et donc l'augmentation de cette capacité va pouvoir commencer à se faire ressentir, puisque le cap entre 4K et 8K est quand même assez important. Donc Lexar a révélé des cartes SD et micro SD de 1 TB. Le nom, c'est la Professional SD XC Card de 1 TB BI avec la vitesse de 633 fois, et c'est une carte classe 10 UHS1. Donc UHS1, pour rappel, c'est Ultra High Speed avec une lecture de 95 mégas par seconde pour cette carte. Très important, évidemment, si vous filmez en 4K avec votre caméra, il faut un accès à la carte super rapide aussi, hein, parce que la caméra va pas bufferiser. Il faut des cartes UHS. Ouais. Donc il faut du HS, donc c'est important. Et donc c'est cette adéquation entre volume de stockage et vitesse d'accès qui est étonnante quelque part, parce que on a rarement les deux. C'est un cap. Ouais, on va pas annoncer chaque fois qu'on passe il y a une nouvelle carte qui augmente. Ici, c'est quand même un cap, 1 TB sur une carte qui fait 1 cm, c'est quand même assez important. Moi, je proposerais que, comme tu dis, on le fera, on en reparlera quand on passera le cap du giga. Du giga. Byte. Par seconde alors. Avec la vitesse. Du Tera, non, après le Tera, c'est quoi? C'est t'as coupé ton micro, Marc. Il y a les pétabytes aussi. Il y a les pétabytes. Le pétabyte, oui, c'est ça, un pétabyte dans une carte SD. Bon, assez plaisanté. On peut passer à la suite. Je pense que ça, c'était une brève. Elle était brève. Comme espace. Nous allons prendre de la hauteur avec Xavier toujours. On va parler du Strato Launch qui a fait un pas de plus vers sa certification. Il faut rappeler ce que c'est le Strato Launch, évidemment. Donc c'est un projet qui a été lancé en 2011 par Paul Allen, le cofondateur de Microsoft, et qui est en fait le plus gros avion du monde avec une envergure de 117 mètres. C'est un avion avec un double fuselage, donc c'est un petit peu comme si
vous preniez 2 avions, vous coupez d'un côté l'aile de droite, vous collez l'aile de gauche de l'autre, vous les mettez l'un à côté de l'autre, vous mettez 6 réacteurs et ça fait cet énorme avion dont le but est de permettre le lancement vers l'espace de fusées aéroportées depuis la stratosphère. Donc le but, c'est que les fusées puissent décoller depuis la stratosphère pour éviter de consommer beaucoup de carburant au lancement et de s'arracher à la gravité. Pour se faire une idée de l'envergure du bidule, un A380, je pense que son envergure c'est 85 mètres ou quelque chose comme ça, pas loin des 85 mètres. Ici tu as dit 100 et des... 117 mètres. 117 mètres. Ça fait quand même un gros oiseau. Hein. C'est vraiment 2 grands avions l'un à côté de l'autre qui sont collés. Et donc le but c'est de pouvoir lancer, comme je l'ai dit, plus facilement des fusées pour mettre en orbite certains satellites. Alors le 9 janvier, cet avion a réussi à atteindre la vitesse de 118 nœuds, c'est-à-dire 219 km/h, et à tenir cette vitesse au sol, tout en commençant à lever le nez, mais ils sont restés au sol. Donc, ils ont voulu valider cette étape-là, qui est une étape importante vers la certification. Ceci dit, tout le planning est un petit peu en retard, puisqu'ils avaient prévu un premier vol normalement en été 2018, mais c'est quand même encourageant pour obtenir la certification de la FAA, qui est la Federal Aviation Administration, donc aux États-Unis. Et on sait déjà qu'une fois qu'il y aura le premier vol, ça mettra encore de 18 à 24 mois après ce premier test pour que la certification puisse être faite. Waouh, en tout cas, c'est encore un projet qu'on voit beaucoup moins, parce que c'est vrai que le terrain est très très occupé par SpaceX. Hein, il faut le dire, quand on parle en général de l'espace, c'est surtout la société d'Elon Musk qui est mise en avant, et moins ces approches-là qui ont le mérite d'exister également, et qui sont très impressionnantes aussi, il faut bien le reconnaître. Mais les objectifs sont pas les mêmes. Faut être clair entre cette initiative-là et celle d'Elon Musk, ils sont pas sur la même longueur d'onde, à mon avis. Ils font pas les mêmes prouesses, ils ont pas les mêmes envies, quoi. Je pense que c'est de cela dont il est question aussi de temps en temps. Je sais pas si Marc avait un truc à rajouter. Non, je pense qu'il a acquiescé. Donc bon, ok, c'est bon, parfait, ok, c'est bon, allez, suivant. Lettre G comme Google. Il y avait un truc. Moi, je suis tombé dessus un petit peu par hasard. C'était le Chromecast audio. On m'a fait remarquer, parce que je passais en revue tous les Chromecast qui existaient sur le marché, etc. Et alors, il y a le Chromecast, c'est celui avec le petit fil jaune. C'est ça, hein, j'ai pas de bêtises, Marc. C'est ça. Ouais. C'est ça. Et c'est bien dommage, parce que ce truc était vraiment tout simplement génial. Ça coûtait rien. Ça permettait de rajouter la fonctionnalité Chromecast à du vieux matériel, ou simplement n'importe quel baffle avec une entrée jack, vous tapiez le truc derrière. Mais Google l'a tué, une fois de plus. Google est connu parfois pour tuer de manière assez brutale des trucs qui sont pourtant des excellentes idées. Je connais des personnes qui se sont toujours pas remises de la mort de Google News, par exemple. Ouais. Moi, entre autres. Mais donc voilà, Google a annoncé le 11 janvier que le Chromecast audio, c'était terminé. Donc effectivement, c'est très dommage, parce que c'était un truc qui avait une réelle utilité. On ne peut pas forcément vouloir acheter un nouvel ampli, parce qu'on a envie de lui coller un fil à la patte. Si c'était vraiment pratique. Google garde de toute façon au catalogue la Chromecast et la Chromecast Ultra, mais elles qui permettent de se connecter avec une prise HDMI, plus de jack. Hein, pour le rappel, la petite Chromecast audio, elle avait juste 2 entrées. Une entrée micro USB pour l'alimentation et une entrée jack pour la sortie vers soit du jack, soit du kinch, soit ce que vous vouliez. Maintenant, c'est un peu compréhensible dans la mesure où tous les assistants qui sortent aujourd'hui commencent à intégrer une fonction Chromecast, donc notamment les Google Home Mini, les Google Home, etc. On commence également à voir, mais ça reste encore confiné aujourd'hui dans un positionnement qui est relativement haut de gamme, toutes les enceintes connectées embarquent généralement une fonctionnalité soit AirPlay, soit Chromecast. Mais ce petit bidule coûtait 39 €, c'était pas si cher que ça. Et c'était quand même bien pratique. Alors, quand j'ai vu l'annonce, moi, personnellement, j'ai vu passer en même temps, parce que sur le temps, il a été bradé pendant quelques jours à 15 $ sur le site de Google. Évidemment, impossible de s'en procurer un, parce qu'à ce prix-là, le truc a été décimé en quelques heures.
Il est revenu maintenant au prix de 39 $, mais est sold out, il n'est plus disponible. Et ce matin, je l'ai vu passer, comme par hasard, sur iBoot. Alors, si vous ne connaissez pas iBoot, petite parenthèse, c'est un site d'enchères qui existe dans de multiples pays européens. Nous, notre URL de base, c'est iboot.be. Et vous vous inscrivez à une liste où vous téléchargez l'app et tous les jours, vous recevez le matin une liste de trucs improbables. Ça va de la télé 4K 75 pouces à la paire de godasses ou à la montre. Voilà. C'est des trucs qui sont totalement sans aucun lien les uns avec les autres, mais c'est des prix cassés. Et ce matin, j'ai vu passer des Chromecast audio à 20 €. J'en ai pris 2 en me disant ça peut toujours servir. C'est ce truc qui ne seront jamais inutiles. Voilà. Je tiens à signaler quand même que à ce moment-là, c'est dans technologie Bluetooth. Il existe un petit chipset qui coûte 15 € et vous pouvez transformer n'importe quel vieux poste de radio pour peu que son ampli et son haut-parleur fonctionnent encore, le transformer en radio Bluetooth à ce moment-là, donc avec une qualité de son qui est un petit peu moindre que ce que vous pourriez avoir par exemple avec des enceintes Sonos, hein, soyons très clairs, mais malgré tout, ça peut rendre des petits services également si vous avez un fer à souder et pas de main gauche. En gros, c'est ça l'idée. Et si vous avez 2 mains gauches avec un fer à souder, il reste toujours la possibilité de prendre un Raspberry. Oui. Un Raspberry Pi 3, même un Raspberry 0, ça suffit, ou même un Arduino à la rigueur, si vous avez moyen. Et de transformer ça en Chromecast. Il y a des distris qui existent et des solutions quasi clés en main. Au bout de 2-3 heures, vous avez un truc qui fonctionne très bien. On avait à l'époque fait un petit HS là-dessus. Si vous avez une TV qui est équipée d'origine avec Android TV, Android TV équipé dans la TV fait aussi Chromecast, hein, si je dis pas de bêtises. Oui, et toutes les box qui contiennent Android TV, comme la Mi Box, comme la Shield, font aussi Chromecast. Ça, c'est un peu de moins vrai. J'ai testé il y a pas longtemps et c'est pas toujours équipé. Le Chromecast built-in n'est pas toujours installé avec la distribution. Sur les trucs qui sont plus ou moins officiels, pas sur les trucs qui terminent comme Calport parce que ça ne décode pas digital normalement. Merci. Voilà. Je le prends pas pour moi, c'est pas de souci. Mais ceci étant dit, voilà, la news est intéressante et c'est vrai que ils en ont tué des trucs chez Google, mais à mon avis, ça c'était pas rentable, très honnêtement. Et voilà, c'est surtout ça, c'est le seuil de rentabilité à un moment donné qui joue aussi sur ce genre de bidule, effectivement. Ouais. On va parler un peu domotique dans cet épisode avec une première fois la lettre M comme maison connectée. Legrand, société française, leader dans son domaine d'ailleurs, me semble-t-il, d'équipements électriques. Ça va de l'interrupteur au télérupteur en passant par le câblage, les tubes, les machins, etc. Des tableaux de brassage. Ouais, tout ce qu'on veut. Donc Legrand intègre Alexa dans ses interrupteurs. Ça, c'est sans doute une bonne nouvelle. Voilà, donc en gros, ils ont de nouveau présenté ça au CES, donc une nouvelle gamme d'interrupteurs connectés qui cible les personnes qui vont utiliser des assistants vocaux, puisqu'il va intégrer Alexa, tu l'as dit, dans des interrupteurs qui seront donc équipés à la fois de micros, mais aussi d'enceintes connectées, sans doute pour confirmer, par exemple, que la demande a bien été faite, et qui va permettre également, donc pas seulement d'activer ou désactiver l'interrupteur, par exemple, si on le combine à des lampes ou baisser des volets, si on le met sur un volet motorisé, mais ça va permettre par exemple de lancer des recherches, ça va permettre de piloter les appareils connectés et d'allumer d'autres éléments. Vous allez pouvoir aussi lancer des recherches et piloter votre smartphone par exemple ou des choses comme ça. Donc la gamme s'appelle Living Now, ce sera lancé en juin au prix de départ de 149,99 € pour l'interrupteur. Donc ça reste quand même dans un budget qui n'est pas accessible pour tout le monde pour un interrupteur, je dirais, par rapport à des assistants connectés qui sont quand même parfois beaucoup moins chers. Legrand n'est pas réputé non plus pour être la marque la moins chère du marché pour les autres objets également, il faut le reconnaître. Ce qui est intéressant par contre, on en avait parlé avec Bruno dans un hors-série consacré à des appareils de chez Somfy, un autre grand leader français, mais là du volet roulant, qui a des accords en tout cas de partenariat, on parle
parle pas de fusion évidemment, mais des partenariats en tout cas avec le grand justement. Ça pourrait vouloir dire qu'à terme, Alexa va aussi aller équiper des volets roulants, enfin, ou en tout cas de la domotique chez Somfy par exemple. Je me projette un petit peu, hein, mais ça ouvre en tout cas des perspectives de ce côté-là qui peuvent être tout à fait intéressantes. Maintenant, ce qui serait bien, c'est d'avoir la possibilité de choisir entre Alexa ou Google Home ou Siri ou autre. Avoir le choix. Pour ma part, ça reste pour les gens qui s'y connaissent un petit peu, c'est plus intéressant d'avoir une petite box domotique où on va mettre un interrupteur connecté. Mais quand je dis connecté, non, on va mettre juste un interrupteur qui est piloté en RF, qui va être combiné à l'assistant qui est dans la box et qui va permettre de faire plein de choses. Qui va permettre de faire quasiment la même chose, si ce n'est pouvoir donner un ordre à l'interrupteur. Donc, on devrait avoir on ne doit pas avoir une enceinte connectée ou donc un Google Home ou un Alexa dans sa chambre, dans son salon, dans tous ces endroits. On peut mettre juste l'interrupteur. Ceci dit, vu que le prix est fort similaire, c'est pas un achat sur lequel je bondirais moi maintenant. Marc avait fait un bond par contre. C'est pas un bond, mais ça m'a rappelé une news que j'ai vu passer cette semaine à propos d'IKEA. Tout bêtement. Oui, mais on en a parlé la semaine passée, des stores. Voilà, les stores qui, eux, dans un seul package, embarquent Alexa, HomeKit et Google. Comme ça, c'est par le biais, c'est différent. C'est par le biais de leur plateforme à eux que tu peux les commander par l'arrière, on va dire. Et à ce moment-là, tu l'utilises avec ce que tu veux. C'est même un interrupteur si tu as envie. Ouais. Mais c'est qui la différence est importante. C'est ça. La différence, c'est que IKEA est compatible avec ces plateformes. Ici, ça intègre l'assistant. Donc, il y a vraiment le micro, il y a le matériel, le processeur pour recevoir les ordres et servir d'assistant. Oui, c'est une véritable intégration. Alors que côté Ikea, c'est plus une passerelle, comme on pourrait en avoir avec les UA de Philips, par exemple, et des choses comme ça. C'est un volet connecté, quoi. Oui, c'est ça. C'est un peu ça. Comme les ampoules connectées U. Oui, c'est ce que je viens de dire. C'est exactement ce que je viens de dire. On se sent, écoutez, c'est agréable. On est à la lettre M toujours comme maison connectée. Non, c'est pas un doublon, ou plutôt c'en est un effectivement, mais pour parler de tout à fait autre chose, de sonnettes, mais des sonnettes un petit peu indiscrètes, on va dire. C'est ça, hein? Alors, ici, on parle du côté un peu négatif de certains objets dans les maisons connectées. C'est que il y a le site d'Intercept qui a révélé que des salariés de la société Ring, donc qui fait une sonnette connectée avec une caméra qui vous permet, par exemple, d'ouvrir de répondre à distance. Il y a moyen de les combiner à d'autres appareils comme des gâchettes connectées, mais en Europe, c'est pas encore super développé. Ça existe, mais c'est pas super évident à mettre en place. Et donc, les salariés ont accédé à des flux vidéo de certains clients à leur insu. Donc, en fait, depuis 2016, la firme avait fourni à son équipe de recherche qui est basée en Ukraine des accès privilégiés à un dossier qui est hébergé en ligne sur le cloud d'Amazon avec des vidéos qui étaient stockées de manière non cryptée. Et donc, les ingénieurs ont eu accès à tout un tas de vidéos qui sont des vidéos de ce qui est en rue. Donc, à moins de se trimballer à poil, tout ce qu'on peut voir, c'est des personnes qui sonnent à la porte. Mais par contre, avec qui vous rentrez à la maison, ça c'est peut-être moins sympa. À quelle heure vous rentrez chez vous, c'est peut-être moins sympa aussi. Et ils se sont taquinés aussi les uns les autres quand ils avaient des rendez-vous galants ou autres. Alors, depuis lors, la plateforme a été rachetée quand même par Amazon et ils disent que depuis mai, des nouvelles normes sont en place pour éviter ce genre de choses. Mais voilà, ça reste un des aléas de ce genre d'appareil connecté. On dit que le facteur sonne toujours deux fois. Là, c'était pas le facteur. C'est quelqu'un d'autre. Parfois, le facteur, il ne fait pas que sonner. Parfois, il lèche aussi. Ah oui, non, c'est très sérieux. Vous n'avez pas vu cette histoire très sérieuse? Alors, je veux une explication tout de suite. Aux États-Unis, il y a une petite vidéo qui a fait le tour de pas mal de réseaux sociaux ces derniers temps, qui est devenue un peu virale. C'était un peu le buzz, où un monsieur a posté la vidéo de sa caméra de sonnette, tout bêtement. Et en fait, sur la caméra, on voit un type qui débarque vers, je sais pas moi, 2-3 heures du matin, et qui pendant 3 heures
3 heures, va lécher la sonnette. Oui. 3 heures. 3 heures. Pendant 3 heures, il y a un type qui va, avec application, lécher amoureusement la sonnette. Et puis il va partir, il va aller faire un tour, il va revenir. De voilà, je sais pas. Sociologiquement, ce genre de truc est fascinant. Oui, mais enfin, est-ce qu'on a le fin mot? Il y avait une raison. Enfin, apparemment, le type avait des cases en moins. Donc, Ah, voilà. Tu m'étonnes. Écoutez, il y a des fétichistes de quoi? Qui sommes-nous pour juger? Oui, c'est ça. Non, ce monsieur, il aime le sonnette, Ben oui, il aime le sonnette. Bon, d'accord. Merci pour cette information capitale. Ça veut dire que ça remonte le niveau automatiquement de ce podcast, j'ai envie de dire. Hein. Les pouces vers le haut, les étoiles. Merci. Un petit lien, Marc, si jamais tu veux mettre ça à l'écran ou quoi, mais non. Et les propriétaires ont quand même dit qu'ils ont désinfecté très très fortement la sonnette avant d'oser la retoucher. J'imagine. Ceci étant dit, pour revenir un tout petit peu plus sérieux, ce type de sonnette, est-ce qu'on peut les utiliser chez nous? Parce qu'il me semble que les caméras, quand on a une caméra de surveillance, ne peuvent pas être tournées vers la rue. Normalement, elles doivent être... voilà, il y a des règles à respecter, je dis pas de bêtises. Alors, normalement, il y a des règles. Oui. Il y a des règles, hein. Donc tu peux normalement pas avoir une caméra qui est tournée vers l'espace public, donc elle doit être redirigée pour ne filmer que la partie privative normalement du domicile. Et il y a une législation par rapport à la durée d'enregistrement également. Donc en Belgique, de mémoire, en tout cas c'était le cas à l'époque où je travaillais un petit peu là-dedans, on pouvait conserver un enregistrement que 30 jours maximum. Alors pour les caméras, je crois qu'il y a moyen d'enregistrer, mais c'est sur les serveurs de Ring, pardon. Tu n'enregistres pas en permanence, tu enregistres quand il y a la sonnette, donc ça limite déjà pas mal. Et tu es censé mettre ça aussi sur le pas de ta porte et pas filmer le côté rue. Mais donc, ceci dit, voilà. Donc en gros, tu tombes exactement dans le même type de législation qu'un parlophone, parlophone classique. C'est exactement ça. Oui. Si ce n'est que un vidéophone, pardon, si ce n'est que c'est connecté et que donc au lieu de le voir sur un écran dans ton salon, tu vas le voir sur ton smartphone par exemple ou sur un autre élément. Donc et tu peux interagir avec et parler avec à distance. Donc l'intérêt c'est t'es chez toi au bureau, t'as quelqu'un qui veut faire une livraison, c'est pas mal. Hein. Tu veux répondre, tu peux dire je suis pas là ou autre, mais tu peux combiner ça comme je l'ai dit à d'autres appareils qui permettent d'ouvrir la porte à distance. Pour aller un petit peu plus loin dans l'interaction. Oui, c'est pas mal pour effectivement pour peut-être se faire livrer des choses. On a vu des systèmes de SaaS où on pouvait passer la première porte, déposer le colis et partir. Enfin voilà. Mais on parlait d'Amazon. On parlait d'Amazon. Amazon, quand j'ai vu une pub, une annonce il y a quelques temps pour ça, c'est principalement aux États-Unis. Amazon veut lancer une sonnette également, enfin un ouvre-porte connecté où les clients Prime pourront donner un accès au livreur à distance. Et donc, le livreur aura l'autorisation de déposer les paquets à l'intérieur. Ce sera sécurisé grâce à une caméra aussi pour qu'on voit que le gars ne fait que déposer le colis et puis qu'il est parti. Mais il faut avoir confiance, évidemment, mais ça peut être très intéressant pour certaines personnes. On ne peut pas le faire dans n'importe quel pays, avec n'importe qui non plus. Il faut... à un moment donné, il va falloir faire des choix. On s'est un petit peu égaré, on s'est un petit peu écarté du sujet, mais c'est pas grave. Marc va nous remettre les idées en place avec la lettre S comme shutdown. C'est ce qui se passe pour l'instant aux États-Unis. On va remettre les choses un petit peu dans le contexte dans un instant. Mais apparemment, ce fameux shutdown crée des problèmes aussi au site internet, aux protagonistes du web, Marc. Alors, on va peut-être d'abord rappeler rapidement ce que c'est le shutdown, même si on n'est pas un site politique. En fait, non, c'est pas politique, c'est juste une règle aux États-Unis qui impose ce genre de choses. États-Unis qui dit qu'en fait, lorsque le Congrès américain échoue à rassembler un budget, à sécuriser un budget suffisant pour des opérations qui sont prévues pour être financées par le gouvernement, l'administration va se trouver en état de faillite virtuelle et va donc cesser tout service à la population à l'exception des services essentiels. Et c'est ce qui se passe actuellement aux États-Unis où on assiste pour l'instant au shutdown le plus long de l'histoire du pays puisqu'il est entré aujourd'hui dans sa 27e journée.
je Non, pense. je pense qu'il avait déjà été plus long que ça, moi. Il me semble, sous Obama, il me semble qu'ils avaient été plus longs. Je crois que c'était 21 jours. 21 jours, là, on est à 27. Enfin Ouais. bon, soit, tu as raison, Ouais. le débat n'est pas là. Mm. Mais toujours est-il que, en dehors du fait que cet arrêt des opérations a comme conséquence immédiate que, ben voilà, il y a tout un panel, il y a tout un tas de fonctionnaires américains qui se retrouvent en chômage technique, parce que les institutions dont ils dépendent et où ils exercent leur activité sont fermées suite de faute de financement. Il y a toute une série de choses sur lesquelles les conséquences de ce shutdown vont percoler. Et l'une de ces choses, c'est la sécurisation des sites Internet. Ah oui. Et tout simplement parce que dans les budgets de tous les départements américains, il y a entre autres la sécurisation des sites Internet au moyen des fameux certificats. Vous savez, les certificats qui permettent de faire que lorsque vous allez visiter un site, vous avez accès à une version sécurisée qu'on peut retrouver dans l'URL, dont on retrouve dans l'URL le préfixe qui est en HTTPS, avec le S pour secure plutôt que HTTP qui est le protocole standard. Eh bien, ces certificats, comme n'importe quel certificat de sécurité, ont des dates d'expiration. Et lorsque les dates d'expiration tombent à échéance, s'ils ne sont pas renouvelés, ces certificats sont invalides et sont caducs. Et donc, dans la majorité des cas, un navigateur moderne, Firefox ou Chrome ou Edge, vont simplement refuser d'aller plus loin et vous afficher un beau message d'erreur. Certains vont vous proposer de mettre une exception en outrepassant le fait que le certificat est expiré, donc en vous demandant grosso modo de faire confiance vous-même, quelles qu'en soient les conséquences. Mais c'est comme ça qu'aujourd'hui, il y a, par exemple, certains sites de la NASA, certains sites de juridiction américaine, certains sites qui sont liés au ministère de la Justice ou au ministère de l'économie américaine, qui se retrouvent sans certificat et donc qui, finalement, dans une certaine mesure, ne sont plus accessibles par le grand public. Ouais. Mais est-ce que ça ne va pas à un moment donné, parce qu'il va falloir quand même, ces fameuses lois ou règles de shutdown, etc., datent de Mathusalem, pas autant que ça, mais presque. Est-ce qu'ils vont pas les faire évoluer à un moment donné pour mettre dans le panier des choses indispensables, utiles, entre guillemets, et qui doivent continuer à fonctionner, justement, ces applications-là? C'est un effet de bord qui n'existait pas il y a 50 ans. Hein. Non, c'est un débat, effectivement, qui a eu lieu. Et bon, on connaît la lourdeur de la machine administrative de manière générale. L'administration américaine n'échappe pas à cette lourdeur. Donc, il faudra un certain temps pour que les choses se règlent. Maintenant, il est certain qu'aujourd'hui, dans un contexte où l'outil informatique devient quelque chose de vital et d'essentiel pour une administration, le fait de sécuriser convenablement les sites qui permettent aux citoyens d'avoir des services de base, et notamment, on pense quand même ici que l'un des sites qui est touché, c'est le site qui permet, entre autres, aux 38 millions d'Américains qui bénéficient de coupons alimentaires, d'avoir accès à ces coupons. C'est ça, oui. Et voilà, ils sont privés de ça en partie parce que les services en ligne qui leur permettent d'accéder à ça ne sont plus disponibles. C'est ça. Ouais. Donc, en cette mesure-là, effectivement, le débat a été lancé et on espère pour les gens qui en bénéficient que ça ne va pas trop tarder à se résoudre. Les fonctionnaires aussi qui en pâtissent. On se plaint pour les sites internet, mais il y a des gens qui ont des crédits à rembourser, etc., qui toucheront leur argent un jour. Hein. Ils seront payés un jour, mais plus tard. Et là, dans l'immédiat, ils ont des crédits à rembourser, etc. Et on sait comment ça va aux États-Unis quand tu payes pas tes échéances de crédit. Ça les met quand même au pied du mur d'une manière assez violente pour finalement, justement, un mur. C'est le pied du mur. Oui, c'est pour un mur. Oui, c'est juste pour un mur. Enfin, un mur à la con, mais bon. Voilà, pour ce sujet. C'est bien de le savoir aussi que des initiatives comme celle-là, ou des règles pareilles, peuvent avoir des effets un petit peu particuliers sur notre vie numérique à tous. On était à la lettre S comme streaming, IMDb, Internet Movie Database, je dis pas, c'est ça l'acronyme, qui se lance dans le streaming. C'est un petit peu inattendu, mais en même temps, c'est peut-être ceux qui sont le mieux placés pour parler cinéma, ou même série, puisqu'il n'y a pas que le cinéma qui est repris dans cette base de données. C'est qui nous en parle? C'est Marc, toujours.
Ouais, toujours moi, ouais, Ouais. désolé. Voilà. Non, mais c'est bien. Non, mais donc voilà, vous connaissez certainement IMDb si vous êtes un tant soit peu intéressé par tout ce qui se passe sur le grand ou le petit écran. Donc c'est le site de référence aujourd'hui pour tout ce qui concerne les films et les séries, mais également l'actualité autour du monde du cinéma et de la télévision. Chose que vous ignorez peut-être, encore une fois, c'est un site qui appartient à Je ne sais pas. Amazon. Ah, maintenant, oui, peut-être. Au départ, c'était un site anglais, il me semble, non? Au départ, c'était un site anglais. Enfin, je ne sais pas si c'était un site anglais, je sais que c'était un site indépendant, mais ça appartient à Amazon depuis maintenant déjà 98 quand même. Ça fait 98 que Amazon a l'acquisition des trucs. Alors, IMDb aujourd'hui, c'est quand même 250 millions de visiteurs uniques par jour, par mois, pardon, et une base de données qui contient à peu près 300 millions d'entrées sur tout ce qui se fait au cinéma. C'est très très pointu. C'est très très pointu, très très complet, et c'est vraiment un truc qui est très très bien fait, tant au niveau du web que des applications mobiles. Eh bien, aux États-Unis, uniquement, c'est pas la peine d'essayer aujourd'hui. Enfin, vous pouvez essayer si vous avez un service VPN. Moi, j'ai tenté le coup, effectivement, ça marche. Aujourd'hui, aux États-Unis, IMDb a lancé un service qui s'appelle Freedive. Et Freedive, en fait, grosso modo, c'est une plateforme de vidéo à la demande qui a la particularité d'être gratuite. D'accord. Donc, vous devez simplement avoir un compte IMDb, à savoir, vous vous enregistrez vous vous loguez avec un compte Amazon, un compte Google, un compte Facebook, enfin le truc classique. Et puis, vous avez accès à toute une série de films, toute une série de séries que vous pouvez regarder gratuitement. Simple particularité, il y a de la pub. Ah oui. Voilà, c'est tout. Ouais. Donc, c'est pas quelque chose qui bouleverse le genre. Simplement, c'est amusant dans le sens où IMDb, qui fait partie d'Amazon, se lance dans la vidéo à la demande, alors qu'Amazon est déjà présent dans la vidéo à la demande avec Amazon Prime. Amazon Prime, c'est sans doute le même contenu ou pas spécialement? Pas du tout. Ici, c'est des trucs... Enfin, de ce que j'ai pu voir, honnêtement, hein, j'ai passé 10 minutes dessus. Mais ce que j'ai pu voir, c'est franchement pas de la première fraîcheur. Non, à côté, Netflix, c'est le perdreau de l'année, quoi. Hein, donc, oui, mais il y a un public, je pense. Original ici. Oui, je pense qu'il y a un public pour du vieux cinéma, des vieilles séries, des vieux films, etc. Alors après, il faut voir aussi si c'est juste de la série B, c'est un peu... Voilà. Mais s'il y a du cinéma d'auteur des années 60-70, par exemple, c'est le genre de choses qui intéressent des gens qui s'intéressent au cinéma. Et je pense que IMDb, c'est vraiment le site qui intéresse les gens qui s'intéressent au cinéma. Donc ça semble assez cohérent. Après, il faut voir. Maintenant, pour ce qui est vraiment du contenu en lui-même, bon, il va falloir laisser au service le temps de s'étoffer un petit peu. Je ne sais pas si un jour il va franchir l'Atlantique pour débarquer chez nous. Par contre, le continent européen commence quand même à intégrer, à intéresser plutôt certains acteurs du secteur, parce que j'ai vu également passer une news comme quoi l'éternel grand rival de Netflix aux États-Unis, qui s'appelle Hulu, pourrait débarquer en Europe en 2019. Et Hulu, c'est un spécialiste de la télévision. C'est vraiment le monde des séries, c'est vraiment le Netflix des séries. Et aux États-Unis et dans le monde anglo-saxon, c'est la guerre ouverte entre les deux pour grappiller le plus de parts de marché. Avec derrière Amazon Prime Prime Video qui joue un peu le rôle d'outsider. À savoir aussi qu'en 2019, YouTube, qui a commencé fin 2018 à développer des séries originales, va continuer à les proposer en poussant notamment son offre YouTube Red, YouTube Premium, mais en continuant à proposer des offres gratuites, des formules gratuites, financées par la pub évidemment, avec des interruptions de pub bien casse-pied, mais ça permettra d'avoir au moins un avant-goût. Par contre, ce que j'ai pu voir pour l'instant, alors je n'ai pas encore essayé la version premium, mais ce que j'ai pu voir de la qualité des productions YouTube en matière de séries, c'est très inégal. Il y a du très, 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 très mauvais, et il y a des trucs qui ont l'air beaucoup plus aboutis. Voilà, on va dire ça comme ça. Mais voilà, je suppose que les publics visés ne sont pas forcément les mêmes. Je me doute il y a certainement un public pour une série qui raconte les aventures d'une jeune fille qui se fait des réflexions dans sa tête quand elle fait ses courses.
pourquoi pas? Moi, j'ai tenu 3 minutes. Oui, enfin bon, il y a par exemple des chaînes YouTube pour les gens qui lèchent les sonnettes. Ça, je ne sais pas s'ils ont été jusque-là. Par contre, les chaînes YouTube, alors ça, je l'ai découvert, il y a des chaînes YouTube aujourd'hui qui nous proposent de la musique très planante avec juste des images de manga de gens qui étudient. Oui, mais il y a ça, il y a eu un c'est un gros sujet et un gros succès YouTube, mais aussi Netflix durant les fêtes de fin d'année, c'était le feu de bois. C'est-à-dire que vous aviez le feu de bois. Alors c'est bien, c'est parce que vous n'avez pas les odeurs, vous n'avez pas les cendres, etc. Et quelqu'un met les bûches à votre place. Donc c'est super propre. Et il y avait l'aquarium ici. Il y a eu l'aquarium un temps, oui. Ouais. Les amis des bêtes en sont pleins, mais moi je pense que je vais prendre un chat bientôt dans la télé. Je n'ai pas besoin d'avoir un chat à la maison. J'entends juste le ronron, tu vois. Enfin bref, on s'égare un tout petit peu. faut tu l'as mis quelque part déjà ce soir. Oui. Donc voilà, c'est une bonne nouvelle. On verra ce que ça va donner. Évidemment, tu as fait un petit peu tu as passé en revue un petit peu tous ces services qui nous arrivent et qui vont encore nous abreuver, etc. On en parlait juste avant de commencer. Ce qui serait quand même bien, c'est que de nos côtés, les gens qui produisent des contenus, etc., s'arment un petit peu mieux face à cette concurrence qui vient d'outre-Atlantique la plupart du temps, et pour quand même garder un petit peu la main aussi sur la culture de nos contrées. Il faut un peu des deux, il faut pouvoir toucher, il faut pouvoir goûter à tout. Mais si on n'a plus la possibilité de diffuser nos contenus, ça va être un petit peu problématique à un moment donné. Hein. Il faut être très clair là-dessus. On est tout à fait d'accord. Il ne faut pas oublier que toutes ces solutions qui débarquent chez nous et qui vont débarquer chez nous sont des solutions qui, à l'origine, ont été conçues à l'échelle d'un continent. Oui. Si on veut avoir quelque chose de similaire dans nos pays à nous, il va déjà falloir tomber sur une boîte qui veut développer un truc à l'échelle du continent européen. Or, déjà, pour ça, c'est pas gagné parce que les réglementations en la matière, malgré l'Europe, sont encore assez cauchemardesquement opposées. Et puis, il y a l'aspect linguistique qui entre en ligne de compte également. Donc, enfin, tout un débat. On aura peut-être l'occasion un jour d'en débattre, pourquoi pas. Mais c'est pour ça que Netflix est en train de cartonner en proposant des séries en polonais, des séries en espagnol, etc. Ouais, Eux ont vraiment compris. Oui, ils ont bien compris. Ils ont bien compris comment nous avoir, oui. Nos sauts qui veulent, c'est nos sauts. V, la lettre V comme VLC, qui passe un cap, cette fameuse application dont tout le monde connaît en tout cas l'icône. C'est le cône de circulation. Si vous ne connaissez pas, allez vite le télécharger d'ailleurs. Oui, ah oui, il ne faut pas traîner. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Voilà. C'est un logiciel incontournable. Bien sûr, évidemment, avec Winamp. mais le VLC, c'est vrai que c'est devenu un incontournable tellement il intègre de notions différentes. On parle bien sûr de ce player vidéo quasi universel, il faut le dire. Ouais. En fait, la grosse différence de ce logiciel qui, en plus, est libre, c'est qu'il intègre quasiment tous les codecs. Donc, il n'y avait pas besoin, contrairement à l'époque au DivX Player, de télécharger des codecs séparés. Et donc, c'est capable de lire quasiment tout ce qui s'écoute ou tout ce qui se visionne sur le web. Mais pas que. Mais pas que, on peut streamer, on peut, voilà, il y a moyen de faire pas mal de choses. Mais pas que, VLC peut le faire, mais il n'y a pas que VLC. Non. Il y a d'autres solutions. Non, ok, on est d'accord. Alors, ceci dit, donc j'étais curieux, je n'avais pas vu ça en préparant ma news, mais le logiciel existe déjà depuis 96. Donc il est pas tout jeune et il est toujours là, et il a d'ailleurs franchi en direct au CES les 3 milliards de téléchargements sur son site web. Donc ce logiciel est vraiment simple d'utilisation, il est multiplateforme, c'est aussi son gros intérêt, puisque il est maintenant compatible avec Android, iOS si je ne me trompe pas. Oui, il a même été retiré Mac, à un moment donné il a été retiré à un moment donné du shop, du store Apple, ouais, pour revenir plus tard. Ouais. Et la grosse news ici, justement par rapport à iOS et autres, c'est que VLC a annoncé qu'ils allaient supporter AirPlay
sur VLC. Et donc, avec le support d'AirPlay, qui pour rappel est l'équivalent de Google Cast pour ceux qui sont sur Android, il sera possible de diffuser des contenus depuis, par exemple, VLC pour Android vers les Apple TV. Donc, ceux qui ont un smartphone Android mais qui utilisent encore une Apple TV, je pense que c'est ton cas, Marc, ou je me trompe, ont la possibilité, grâce à cette fonctionnalité, donc de caster leur contenu vidéo depuis un smartphone vers l'Apple TV. Donc, l'AirPlay, c'était aussi une des grosses fonctionnalités qu'on a retrouvées au CES, puisqu'il y avait plusieurs appareils qui ont fait les démos du support d'AirPlay, etc., malgré que Apple eux-mêmes n'avait pas un stand sur le CES. Donc, il faut que je comprenne, parce que c'est nébuleux pour moi, tout d'un coup. J'installe mon application d'un point de vue purement pratique. Hein. Donc, j'ai VLC installé sur mon ordinateur. Admettons, on va commencer par là. Hein. Après, on verra les portables, les tablettes, etc. Les montres. J'ai VLC sur mon ordinateur. Je regarde une vidéo. Comment ça se passe ? Je peux l'envoyer vers... Tu vas pouvoir l'envoyer sur ton Apple TV et idem depuis ton smartphone. Donc, avec un smartphone sur Android, donc moi je suis plus sur le monde Android, mais tu peux envoyer l'image de ton smartphone donc par exemple YouTube ou sur ta télé si tu as une box Android par exemple. Tu vas pouvoir faire la même chose avec VLC, donc sur ton Apple TV. Sur l'Apple TV, d'accord, ok. Donc, oui. Bon, ok, c'est intéressant. Oui. C'est une nouvelle fonctionnalité et qui va plaire aux personnes qui ont un Apple TV. D'un côté sur Android, qui ont un Apple TV, tout simplement. Ouais. C'est original. J'ai rien à rajouter, très honnêtement. C'est un usage tellement spécifique, je me demande si ça va intéresser beaucoup de monde. En fait, c'est juste un moyen encore d'imposer ce logiciel qui va devenir de plus en plus incontournable, quelle que soit la plateforme utilisée, avec des fonctionnalités qui vont plaire, parce que honnêtement avec Android, ça tu avais ce genre de choses, mais maintenant quelle que soit ta plateforme, tu vas pouvoir caster pas seulement vers des appareils Android, mais aussi vers des appareils Apple. Donc c'est un moyen d'uniformiser. Un peu comme on le fait avec Chromecast, quoi. Tout à fait, c'est exactement ça. Okay. C'est exactement ça. J'ai mis du temps, mais voilà. Bon, ben voilà, c'est une petite news. Je sais pas ce qu'on pense, Marc. Ça fait partie des évolutions de l'application VLC. Jusqu'où iront-ils ? J'ai presque envie de dire, parce qu'on sait tout faire avec VLC aujourd'hui. Hein, tu sais faire énormément de choses. Tu sais faire du streaming, tu sais faire de la lecture d'à peu près absolument. Tu sais enregistrer. Tu sais enregistrer. Tu sais faire de l'IPTV, puisque globalement l'IPTV, grosso modo, c'est une playlist avec des adresses de flux, tu sais énormément de choses, tu sais transcoder des vidéos, il y a même des plugins, tu sais augmenter le fonctionnement du système parce que tu as un système de scripting à base d'un langage qu'on appelle le LUA, où tu peux effectivement développer toi-même tes propres applications. Donc oui, finalement, la seule limite, c'est ton imagination comme d'habitude. Et le fait qu'il soit multiplateforme aide forcément à sa pénétration. Maintenant, qu'est-ce qu'il va arriver encore après ? Je crois que le logiciel est suffisamment mature pour qu'on n'attende pas de révolution absolue dans ce qui pourrait arriver. Je me trompe peut-être, mais il me semble qu'il supporte déjà la 3D, ça de toute façon. Il est capable de tirer parti de tout ce que vous avez au niveau accélération, GPU, CPU, etc. Ouais. Donc, il est vraiment utilisable sur absolument tout. Et par exemple, sur iPad, il n'y a aucun problème. VLC vous permet d'aller chercher un MKV qui est stocké sur un NAS et de le jouer sans aucun problème. Et après, de le streamer sur bientôt une Apple TV. Pour l'instant, ça le stream déjà sur une box Android s'il le faut. Le couteau suisse, par excellence. Le couteau suisse, par excellence. C'est vraiment ça. La grosse force, c'est que c'est compatible avec quasiment tous les formats de tout. Les audio, vidéo, mais les sous-titres, vraiment tous les formats. Ok, la seule chose que moi, personnellement, je lui reprocherais un tout petit peu, c'est de ne pas interpréter le timecode quand il s'agit de fichiers broadcast. C'est un petit peu, voilà, c'est juste... Mais rien ne t'empêche de faire ton plugin pour ça ? Oui, enfin bon, j'ai autre chose à foutre pour l'instant. Voilà. Je dois tester une Android TV, je rappelle. Voilà.
On en est à la lettre W. Ouais, mais non. C'est ce qui signe en général, hein, enfin souvent en tout cas, la fin d'un épisode des Technos, c'est la lettre W. Ouais, mais non. On va parler de Bird Box Challenge, qui a fait sa première victime. Mais qu'est-ce donc que le Bird Box Challenge, Marc ? Alors, comme d'habitude, hein, tout ce que je vais dire n'engage absolument que moi. Oui. Bird Box, voilà. Bird Box, en fait, on sait que Internet est coutumier des challenges débiles. C'est pas nouveau, ce sera pas le premier, ce sera pas le dernier. Depuis celui-là, par exemple, il y a un nouveau challenge qui est en train de se répandre. Je vois trop souvent des trucs pareils débarquer sur Facebook. Le Noster Challenge, où en fait, vous devez vous engager. Le Noster Challenge? Oh, t'inquiète pas, je vais te balancer le truc sur Facebook, tu vas voir. En fait, tu as. Je suis content de plus être sur Facebook, moi. Tu as un type qui se filme en train de regarder une vidéo. Donc, tu as la vidéo qui regarde en plein écran et tu as lui qui se filme en petite vignette. Ouais. Et la vidéo qu'il regarde est généralement celle d'une personne très bien fournie en attributs féminins et assez peu vêtue. Et le but, c'est de prouver qu'il arrive à regarder le plus longtemps la demoiselle sans que son regard dévie là où ça devient incorrect. Voilà, ce genre de conneries-là. Mais bon, on en reparlera un jour peut-être. Le Bird Box Challenge, c'était beaucoup plus con, en fait, encore. Ah. Ça vient d'un film qui s'appelle Bird Box, qui a été diffusé sur Netflix fin 2018, qui, de mon avis, à moi, est un gros navet, mais soit, et dont la trame principale fait que les acteurs et les personnages se trimballent les 3/4 du film les yeux bandés. Ah oui. Voilà. Ils regardent, ils meurent. Donc, conséquence, quand on regarde et qu'on meurt, eh ben, on ne regarde pas et on se bande les yeux. C'est avec Sandra Bullock, si je ne dis pas de bêtises. Exactement. Voilà. Et donc, ça a donné, comme toujours, des idées à des gens, des idées qu'ils n'auraient pas dû avoir, et donc est né le Bird Box Challenge. Ouais. Le Bird Box Challenge a consisté à se filmer en train de déambuler les yeux bandés. Alors, à partir du moment où ça se limitait à se prendre des portes, des armoires, d'autres personnes, des poteaux de téléphone, des poteaux de signalisation, tomber dans un trou, ça allait encore. Mais là où ça commençait à déconner, c'est que certains ont voulu, rappelez-vous l'histoire des gens qui dansaient devant leur voiture qui roulait, là, ils ont voulu faire la même chose. Ils ont voulu se filmer les yeux bandés en train de conduire. Voilà. Et là, vous avez sur votre écran, si vous nous regardez en vidéo, le résultat. Ouais, enfin, c'est une voiture enfoncée. Une voiture enfoncée, effectivement. Il y a une dame de 17 ans, voilà, qui a décidé de relever le défi et de se filmer en train de conduire les yeux bandés. Ben voilà, le résultat s'est pas fait attendre. Elle a embouti 3 bagnoles, elle a défoncé deux barrières et elle a terminé dans un mur anti-bruit. Voilà. Sympa. Il n'y a pas eu de victime, hormis la bagnole qui est quand même assez démolie. Par contre, suite à ça, il faut quand même remarquer que YouTube a décidé d'interdire dorénavant tous les défis débiles. Donc ce genre de truc n'aura probablement plus droit de citer. Et d'autres choses qu'ils vont interdire aussi. Ça n'a aucun rapport, mais j'ai vu qu'ils allaient aussi interdire les vignettes un peu trop sexy pour des appels de trucs où il n'y en a rien à voir. Vous savez qu'il y a certainement, vous savez tous qu'il y a ces vignettes, on se demande ce que ça fout là. Vous avez des filles à moitié à poil pour vanter, voilà, c'est presque l'équivalent, la fille à poil qui vante le pot de yaourt. Là, vous avez des vignettes de filles à poil qui vantent on ne sait pas quoi. Eh ben, dorénavant, ça sera interdit aussi. Des trucs trop suggestifs, trop évocateurs. Enfin, là, pour l'accident... Enfin, pour l'accident, si on peut encore appeler ça un accident, tout ce qu'on peut dire, c'est merci Darwin. Hein, ouais, mais non, parce qu'elle peut se reproduire, elle a survécu. Ah oui, peut-être ça n'a pas été au bout de l'idée. Il va falloir lui inventer un nouveau challenge. Bon, voilà pour conclure donc cet épisode. Merci beaucoup. Pour conclure sur cette bonne note, hein, j'ai envie de vous dire, cet épisode 197 qui s'achève. Pardon ? En l'humanité, ils peuvent faire pire, ils y arrivent.
Oui, j'en doute pas un seul instant. Après, tu t'étonnes qu'il y a des gens qui veulent aller sur Mars. 2019 va être plein de bonnes surprises. Ouais, ou pas. Donc voilà, vous avez apprécié ou pas cet épisode 197. N'hésitez pas à nous le faire savoir. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner. On ne fait que le répéter, mais c'est voilà, on ne vous demande pas d'argent. et on est très content avec ce que vous nous donnez comme remarques, commentaires, pouces vers le haut, petites étoiles sur les applications de podcast, etc., etc. Merci toujours à vous de nous suivre. On n'a pas fait plus long que la semaine dernière, mais ça doit quand même être éprouvant pour certains joggers, on s'en excuse. L'avantage du podcast, c'est que vous arrêtez à un moment donné, aller faire un tour, respirer, voir la nature, etc., revenir et continuer à écouter la suite. C'est ça aussi, les nouvelles technologies, c'est ça l'avantage de ce format. Merci à Marc qui lève le doigt. Ouais, je voudrais juste passer un petit appel. Si vous vous entraînez à courir en écoutant les technos, et que grâce à la longueur de nos podcasts, vous arrivez à augmenter votre endurance et que vous participez à un marathon ou un truc quelconque et que vous gagnez, merci de nous faire porter une partie du crédit, ou bien vous représentez, vous mettez le logo des technos dans le dos. Oui, voilà, vous mettez une chasuble avec un logo des technos. J'ai été entraîné par les technos. Entraîné par les technos. Ça devient un label. Il y a notre producteur qui peut sortir du bain maintenant. Oui, oui, parce qu'on en a aussi un qui prend son bain en nous écoutant et il est tout fripé. Il est tout fripé, tout. C'est pas très très bon pour la peau tout ça. Voilà, on termine ici, mais quand même, parce qu'on était quand même un peu long. Merci à vous de nous avoir écoutés. On se dit à très bientôt pour le 198e épisode, évidemment. Bah oui.